personne ne savait que j'étais allé à la banque. Mais mes parents, en disant au directeur que je ne reconnaissais plus personne, allaient jusqu'à me déclarer mentalement inapte. Mais j'ai entendu chaque mot. Et ce que j'ai fait ensuite. Je n'avais pas prévu de quitter l'appartement ce matin-là. Mon ordinateur portable était ouvert sur la table de la cuisine, des emails en attente, des projets à moitié terminés, le genre de routine que je laissais habituellement m'engloutir complètement. Pourtant, quelque chose d'agité pesait sur ma poitrine. Un étrange malaise que je ne pouvais nommer. Je me suis versé une autre tasse de café, j'ai parcouru mon application bancaire et n'ai rien vu d'inhabituel. Pourtant, cette sensation persistait. C'était ridicule. Je gérais mes comptes en ligne depuis des années. L'agence de l'avenue du Général Leclerc était à peine à 1,5 km, mais je n'y mettais presque plus les pieds. Pourtant, alors que je me tenais près de la fenêtre, regardant le soleil de fin de matinée se poser sur les toits voisins, une pensée m'est venue, claire comme un ordre, va à la banque. J'ai essayé de me raisonner. Pourquoi m'embêter? Les factures étaient en prélèvement automatique. Mon loyer était payé, mes revenus de freelance étaient directement versés. Rien n'exigeait ma présence. Pourtant, cette pensée refusait de me lâcher. Après avoir fait 3 fois le tour de l'appartement en prétendant faire le ménage, j'ai soupiré et attrapé mon sac. Le trajet fut court. Les rues bourdonnaient du calme de la semaine. Une poignée de voitures à chaque feu. Une mère poussant une poussette. Un homme en costume regardant sa montre. Je suis entré sur le parking de l'agence, m'attendant à l'agitation habituelle du milieu de matinée. Au lieu de cela, il semblait étrangement vide, 2 voitures au maximum. J'ai coupé le moteur, je suis resté assise un moment et je me suis dit que je perdais mon temps, mais j'ai quand même ouvert la portière. Dans mon sac, mes doigts ont effleuré le bord lisse de ma carte bleue, la même que j'utilisais depuis la fac. J'ai pensé aux années où j'avais construit une fragile indépendance, acceptant des contrats, économisant pour mon propre logement, repoussant mes parents chaque fois qu'ils insistaient sur le fait qu'ils savaient mieux que moi. Chaque étape avait été durement gagnée, et pourtant ils parvenaient à jeter une ombre sur mes choix. J'ai verrouillé la porte de l'appartement dans mon esprit autant que je l'avais fait ce matin-là en réalité, voulant croire que je pouvais me couper de leur influence quand je le souhaitais. Pourtant, maintenant, alors que je sortais de la voiture et lissais les plis de mon chemisier, je ne pouvais ignorer la certitude tranquille qui se resserrait dans mon estomac. Je me suis dirigé vers l'entrée vitrée de la banque, ignorant qu'au moment où je franchirais ce seuil, les fondations de ma vie commenceraient à vaciller. L'air à l'intérieur de l'agence était frais et calme, le genre de silence qui me rappelait habituellement les salles d'attente. Je m'attendais à voir 1 ou 2 personnes au comptoir, peut-être un employé arrangeant des papiers. Au lieu de cela, mes yeux se sont posés sur 2 silhouettes familières près du bureau du directeur. Mes parents. Ils étaient habillés avec soin, comme s'ils avaient planifié cette matinée avec attention. Mon père dans son blazer bleu marine bien repassé, ma mère dans un chemisier en soie pâle qu'elle réservait aux grandes occasions. Ils se tenaient proches l'un de l'autre, leur posture calme, leur voix basse mais délibérée. J'ai ralenti le pas, l'instinct me disant de ne pas interrompre. Les mots sont parvenus jusqu'à moi avant que je ne puisse les arrêter. Notre fille ne nous reconnaît plus, a dit mon père doucement, son ton portant le poids d'un homme qui se croyait raisonnable. Elle oublie les noms, les lieux. Nous avons consulté des médecins. Ça progresse, a ajouté ma mère doucement. Nous sommes seulement ici pour la protéger. Elle n'est pas capable de gérer ses finances seule. Mon estomac s'est noué, ma respiration s'est bloquée. Il parlait de moi comme si je n'étais pas vivante, comme si je n'étais pas entière. Le directeur hochait la tête, feuilletant un dossier que mon père lui avait remis. De là où je me tenais, à moitié caché derrière une haute cloison, je pouvais voir le bord de mon propre nom imprimé sur l'une des pages. Camille Mercier. Ma vie réduite à un dossier dont on parlait au passé par les 2 personnes qui m'avaient élevé. Ils avaient l'air si posés, si certains, comme des gardiens bienveillants faisant la chose difficile mais nécessaire. N'importe qui d'autre les aurait crus. Peut-être que je les aurais crus aussi si je n'avais pas été là, le pouce accélérant, les oreilles brûlantes à chaque faux mot. J'ai pressé ma paume contre la cloison, pour me recentrer, car si je ne l'avais pas fait, j'aurais peut-être cru leur histoire moi-même. J'ai fait un pas en avant, chaque pas résonnant sur le sol poli, me sortant de l'ombre et me projetant directement dans le mensonge qu'ils avaient fabriqué. Mes pas ont porté plus loin que je ne l'imaginais, les coups secs brisant le charme de leur performance impeccable. La voix de mon père a fléchi au milieu d'une phrase,
et la main de ma mère s'est figée sur le bord du bureau. Ils se sont tournés en même temps, leur visage passant de la contenance à quelque chose de plus tendu, presque cassant. « Bonjour », dis-je d'un ton égal, bien que ma gorge me brûlât. Le directeur a cligné des yeux, me regardant, puis eux, comme s'il était entré au milieu d'une pièce de théâtre et réalisé soudain que les acteurs improvisaient. Mon père s'est ressaisi le premier, forçant un petit sourire. « Camille, ma chérie, tu n'étais pas censée. » Je l'ai interrompu. « Je n'étais pas censé quoi? Être ici pendant que vous me déclarez incapable de gérer ma propre vie? » Ma mère s'est avancée, la voix basse et douce, comme pour apaiser un enfant. « Chérie, tu as été sous pression. Parfois, tu oublies des choses. Nous voulions juste nous assurer que... » « Je n'oublie rien, ai-je lancé sèchement, plus fort que je ne l'avais prévu. Le hall de la banque semblait trop silencieux, mes mots rebondissant contre les murs. Je me suis tourné vers le directeur, croisant ses yeux surpris. « Mon nom est Camille Mercier. Je ne suis pas sous traitement médical. Je n'ai autorisé aucune mise sous tutelle, et je reconnais certainement mes propres parents. » Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée lentement. Il a soulevé le dossier du bureau, le tendant vers moi comme une offrande fragile. Mes doigts tremblaient en le prenant, mais je n'ai pas rompu le contact visuel avec les personnes qui m'avaient élevé. La mâchoire de mon père s'est serrée. « Tu ne comprends pas. C'est pour ta propre protection. » J'ai laissé échapper un rire, sec et sans humour. Protection ou commodité? Le silence a enflé entre nous, si épais que je pouvais presque le goûter. Le directeur s'est excusé discrètement, se retirant dans un autre bureau, nous laissant tous les trois debout dans un triangle de vérité qu'aucun de nous ne désirait. J'ai serré le dossier contre ma poitrine, sentant son poids s'enfoncer en moi comme un verdict. Puis, sans un mot de plus, je me suis dirigé vers la sortie, chaque pas plus lourd que le précédent, emportant la preuve de leur trahison à la lumière du jour. J'ai posé le dossier sur la table de ma cuisine, la surface stratifiée semblant soudain trop petite pour le contenir. Pendant un long moment, je l'ai juste regardé, les mains à plat sur le bois comme pour me protéger d'une tempête. Finalement, j'ai forcé la couverture à s'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement agrafés, des notes médicales, des déclarations, des formulaires que je n'avais jamais signés. La première page affirmait que je souffrais d'un déclin cognitif progressif. Une autre portait des signatures, pas les miennes, autorisant la mise sous tutelle à mes parents. Chaque feuille portait le sceau de la finalité, comme si mon identité m'avait déjà été retirée et cataloguée pour être rangée. Ma gorge s'est nouée en lisant ligne après ligne, mon nom tissé dans leurs mensonges. Je me suis souvenu de mon père disant l'hiver dernier, « Tu oublies toujours où tu laisses tes affaires. » Après avoir égaré mes clés. J'en avais ri à l'époque, sans réaliser qu'il plantait une graine. La douce remarque de ma mère quand je lui ai dit que je jonglais avec trop de projets, « Tu ne supportes pas le stress, Camille. Tu n'as jamais pu. » À l'époque, cela ressemblait à de la pitié. Maintenant, cela ressemblait à une répétition. J'ai tourné une autre page et j'ai vu la date d'une prétendue évaluation. Cette même semaine, j'étais allé pour un bilan de santé de routine, quittant le cabinet avec un bilan impeccable. Pas de déclin, pas d'avertissement. Mais ici, noir sur blanc, se trouvait une version de moi que je ne reconnaissais pas, fragile, confuse, incapable, une version qu'ils avaient inventée. J'ai reculé de la table, la chaise raclant le sol. Le dossier était là comme une blessure ouverte, faisant saigner la confiance sur tout ce qu'il touchait. Tous les appels tardifs de ma mère me demandant si j'avais mangé, mon père insistant pour qu'il gère mon loyer pour me faciliter la vie. Chaque geste se réassemblait maintenant en un schéma que je ne pouvais plus ignorer. J'ai pressé mes paumes sur mes yeux, souhaitant que le poids dans ma poitrine diminue, mais il ne l'a pas fait. Il n'a fait que durcir. La sonnette a retenti, vive et soudaine, me ramenant dans la pièce et vers la confrontation que je savais imminente. La sonnette a de nouveau retenti dans l'appartement, plus vive cette fois, comme s'ils essayaient de me presser de répondre. J'ai ouvert la porte et ils étaient là, debout côte à côte sur mon paillasson, les visages arrangés dans une sollicitude polie. Les yeux de ma mère ont balayé mon appartement, comme si elle cherchait le dossier qu'elle savait déjà à l'intérieur. Je me suis écarté sans un mot. Ils sont entrés, leurs mouvements étudiés, trop à l'aise dans un espace qui était le mien seul. Je les ai suivis jusqu'à la cuisine où le dossier était toujours sur la table, non ouvert depuis que je l'avais repoussé. J'ai tiré une chaise, je me suis assise, et avec un soin délibéré, j'ai placé le dossier au centre entre nous.
Mon père s'est éclairci la gorge. Camille, nous ne voulions pas que tu la prennes comme ça. C'est une précaution. Rien de plus. Une précaution, ma voix est sortie basse. Même si ce sont des documents falsifiés. Ces signatures ne sont pas les miennes, et ces notes médicales sont des inventions. Ma mère a tendu la main vers le dossier, mais j'ai posé ma main dessus. Elle s'est retirée rapidement, croisant les mains sur ses genoux. Ma chérie, parfois tu ne vois pas à quel point tu es vulnérable. Nous ne pensions qu'à ton avenir. Je me suis penché en avant. Mon avenir ne vous appartient pas. Vous n'avez pas le droit de m'effacer de mon vivant. Le silence s'est étiré sur la table. Mon père a tapoté du doigt sur le bois une fois, 2 fois, mais n'a offert aucune réfutation. Ma mère a gardé les yeux fixés sur le sol. Leur immobilité était plus lourde que n'importe quel argument. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti une feuille au hasard, la faisant glisser vers eux. Ceci dit que je suis inapte à prendre des décisions. Dites-moi, quand exactement suis-je devenu incapable? Était-ce quand j'ai déménagé seul? Quand j'ai refusé de vous laisser gérer mes comptes? Ou était-ce quand j'ai commencé à dire non? Aucun d'eux n'a parlé. Leur silence était l'aveu que j'attendais, plus fort que n'importe quelle explication qu'ils auraient pu offrir. J'ai refermé le dossier, ma main ferme sur sa couverture. Les battements de mon cœur étaient forts dans mes oreilles alors que je me levais, repoussant ma chaise. Il n'avait plus rien à dire, mais je savais que le combat ne faisait que commencer. Je ne me suis pas rassise. Le poids du dossier toujours pressé contre ma paume, je les ai regardés. 2 personnes qui m'avaient appris mes premiers mots, m'avaient tenu quand je pleurais, et qui maintenant restaient silencieuses face à leur propre trahison. Pourquoi? La question est sortie sèche, dépouillée d'émotion. Pourquoi m'avoir fait ça? Ma mère a ouvert la bouche, mais mon père a parlé le premier, sa patience s'effritant. Parce que, Camille, il est évident que tu ne peux pas gérer ça. Les placements, l'acte de propriété, tes comptes, ils sont mieux entre nos mains que gaspillés dans tes expériences. Je me suis figé. Il n'avait pas l'intention d'en révéler autant. Le regard furieux de ma mère vers lui l'a confirmé. Alors c'est de ça qu'il s'agit. Ma voix s'est durcie. Pas de protection. Pas de me garder en sécurité. Vous vouliez le contrôle. Vous vouliez l'argent. Mon père s'est penché en avant, son ton s'aiguisant. Nous voulions nous assurer que ce ne soit pas dilapidé. Tu changes de travail sans arrêt. Tu vis comme si la stabilité était une option. Tu ne penses pas à ce qui se passera dans 10, 20 ans. Quelqu'un doit le faire. Les mots m'ont profondément blessé, non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'ils étaient empreints du mépris qu'il avait caché derrière des conseils paternels pendant des années. Ma mère a tendu la main sur la table, sa voix tremblante. Nous ne voulions pas en arriver là. Mais tu as été distante, secrète. Nous ne pouvions pas prendre le risque de voir tout ce que ton grand-père a laissé disparaître. J'ai retiré ma main avant que la sienne ne puisse la toucher. Vous voulez dire votre héritage? Vous ne me protégiez pas. Vous protégiez vos propres intérêts. La pièce s'est immobilisée. La mâchoire de mon père s'est contractée comme s'il voulait argumenter, mais le masque était tombé, et ce qui restait était une ambition brute déguisée en inquiétude. Je me suis redressé, le dossier serré à mon côté comme une armure. Si c'est la vérité, alors au moins nous nous comprenons enfin. Aucun d'eux n'a bougé alors que je me dirigeais vers la porte. La malédiction marmonnée de mon père m'a suivi dans le couloir, mais je ne me suis pas retourné. Je savais maintenant exactement contre quoi je me battais, et ce n'était plus la confusion ou le doute. C'était la cupidité. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le dossier toujours sur la table, son ombre s'étirant à travers la pièce comme une accusation. Ma tête me faisait mal à force de rejouer la confrontation, mais sous l'épuisement coulait quelque chose de plus stable, la résolution. À 9 heures, j'étais au téléphone avec un avocat à qui je n'avais pas parlé depuis la fac. Sa voix était mesurée, professionnelle, mais j'ai perçu la pause quand je lui ai expliqué ce que mes parents avaient tenté. Apportez tout, a-t-il dit. Chaque document, chaque note. Nous allons démêler tout ça. Après avoir raccroché, j'ai appelé mon conseiller financier. La conversation a été brève, clinique. J'ai révoqué chaque autorisation qui me liait à mes parents, annulé des virements que je n'avais pas remarqués auparavant, et réinitialisé chaque mot de passe. Chaque email de confirmation qui arrivait dans ma boîte de réception ressemblait à un verrou se fermant.
À midi, j'étais assise en face du bureau de mon avocat. Le dossier ouvert entre nous. Il a parcouru les pages rapidement, secouant la tête. Ces signatures sont frauduleuses. Les rapports médicaux sont au mieux douteux. Cela ne tiendra pas devant un tribunal. Sa certitude m'a donné un souffle que je ne réalisais pas avoir perdu. Puis est venue la partie la plus difficile. Voulez-vous mettre à jour votre testament, a-t-il demandé. J'ai hésité un seul instant avant d'acquiescer. Oui, une révision complète. Et je veux que tout soit redirigé. À qui? Ma cousine Marie. Elle a 12 ans. Trop jeune pour faire partie de ça, trop honnête pour comprendre la trahison, pourtant. Il l'a noté sans commentaire. J'ai imaginé le sourire édenté de Marie, la façon dont elle me serrait encore férocement dans ses bras quand je lui rendais visite, et j'ai senti quelque chose de stable en moi. Si mes parents voulaient me traiter comme un fardeau, alors je m'assurerais que leur emprise ne l'atteigne jamais. Au moment où j'ai quitté son cabinet, le soleil était bas, et mes comptes, mon testament et mon avenir n'étaient plus à leur portée. Ce qui restait était la confrontation que je savais m'attendre encore à la maison. Quand je suis rentré dans mon appartement ce soir-là, je les ai trouvés qui attendaient. Mon père se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, tandis que ma mère était assise raidement à la table. L'air était lourd, du genre qui prévient d'un orage bien avant que les nuages n'apparaissent. « Tu as mis le désordre », a dit mon père. Son ton ne portait aucune hésitation cette fois, seulement de l'irritation. Geler les virements, appeler des avocats. Tu penses que ça va bien se terminer pour toi? J'ai posé mon sac et j'ai soutenu son regard. Ça se terminera mieux que l'avenir que vous avez essayé d'écrire pour moi. Sa mâchoire s'est crispée. Nous te protégions. Non, ai-je dit, en sortant une nouvelle série de documents que mon avocat m'avait remis cet après-midi. Vous protégiez vos intérêts. Et je suis au courant de la tentative de transfert de l'acte de propriété de mon appartement. Vous l'avez déposé le mois dernier. Pour la première fois, mon père a vacillé. La main de ma mère a volé à sa bouche, mais elle n'a pas nié. Vous avez falsifié des signatures, des évaluations, et maintenant vous avez essayé de voler ma maison. J'ai posé les papiers sur la table avec un soin délibéré. À partir d'aujourd'hui, toute demande de mise sous tutelle est révoquée, chaque autorisation annulée. Vous ne toucherez plus jamais à une autre partie de ma vie. Mon père a fait un pas vers moi, la voix basse. Tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais exactement ce que je fais, ai-je répondu. Je mets fin à tout ça. Le silence qui a suivi était plus froid que n'importe quelle dispute. Ma mère a finalement murmuré, Camille, nous voulions seulement. Je l'ai interrompu. Vous vouliez le contrôle. Et maintenant, il a disparu. Ils n'ont pas bougé alors que je rassemblais les papiers et les remettais dans mon sac. Leur immobilité était presque étrange, comme s'ils essayaient d'imaginer une version de moi qui plierait à nouveau. Mais cette version n'existait plus. Je me suis dirigé vers la porte, le son de mes clés vives dans le silence, et j'ai su que la prochaine fois que je leur ferais face, ce ne serait pas à leurs conditions. J'avais à peine refermé la porte que l'on a frappé, fort et insistant. Je l'ai ouverte pour trouver mes parents sur le seuil, leur calme poli envolé. Tu es une ingrate, a craché mon père. Tout ce que nous avons fait pour toi, tes études, le toit sur ta tête, et c'est comme ça que tu nous rembourses. La voix de ma mère vacillait, bien que ses mots fussent vifs. Tu as toujours été imprudente, Camille. Nous sommes intervenus parce que tu ne peux pas gérer seule. Tu nous remercieras un jour. Je me suis appuyé contre le cadre. Non, vous n'êtes pas intervenu. Vous avez outrepassé les limites, la confiance, et moi. Ne déguisez pas ça en sollicitude. Le visage de mon père s'est empourpré. Tu penses que l'indépendance te rend forte? Elle te rend aveugle. Nous te protégions de toi-même. Leurs mots auraient pu me blesser autrefois, mais maintenant ils sonnaient creux. Les échos d'un scénario qu'ils avaient trop souvent répété. Je l'ai vu clairement, leur version de la protection n'était que du contrôle habillé de mots plus doux. Je ne suis pas votre projet, ai-je dit doucement. Et je ne suis pas votre possession. Quelle que soit l'histoire que vous vous êtes racontée, elle se termine ici. Un instant, le silence a pesé lourdement entre nous. Les épaules de ma mère se sont affaissées comme si elle pouvait pleurer, mais aucune larme n'est venue. La mâchoire de mon père s'est crispée, verrouillée contre l'aveu de la défaite. Sans un mot de plus, je suis rentré et j'ai fermé la porte.
Le bruit du loquet était plus vif que leur voix. Finale, d'une manière qu'aucun argument ne pourrait être. Je me suis appuyé contre le bois, le cœur battant, mais pour la première fois depuis des jours, mon pouls semblait n'appartenir qu'à moi. L'appartement était de nouveau silencieux, en attente, et je savais que la prochaine étape était la mienne, à prendre seule. Le calme s'est installé autour de moi comme une couverture, lourde au début, puis chaude. J'ai traversé lentement l'appartement, touchant le dossier d'une chaise, le bord du comptoir, le cadre froid de la fenêtre. Tout ici était à moi, non pas parce que je l'avais acheté, mais parce que je l'avais défendu. Le silence qui me semblait autrefois vide portait maintenant un poids différent. Ce n'était pas de la solitude. C'était une preuve. J'ai préparé du thé et l'ai laissé infuser pendant que je trouvais mon journal rangé sur l'étagère. Ces pages contenaient des fragments de moi, des listes, des pensées inachevées, le genre de mots que je n'avais jamais prononcés à voix haute. Je me suis assise à la table où se trouvait le dossier et j'ai ouvert une page blanche. Mon stylo a plané avant de se déplacer avec assurance. Ne laissez personne définir votre esprit qui ne ferait pas confiance à votre cœur. Les mots sont venus facilement, plus certains que tout ce que j'avais écrit depuis des années. Je les ai soulignés une fois, puis j'ai fermé le livre. Pendant un long moment, je suis resté assise avec le bruit de la bouilloire qui cliquetait en refroidissant, le faible bourdonnement de la ville au-delà de la vitre. Mes parents étaient partis, mais leur absence ne ressemblait plus à une perte. Cela ressemblait à de l'espace. Un espace que j'avais reconquis. Un espace où je pouvais enfin respirer sans que leurs ombres ne m'envahissent. J'ai siroté le thé, sa chaleur me recentrant, et je me suis penché en arrière sur ma chaise. J'avais perdu quelque chose d'irrévocable, oui, mais ce qui restait était à moi seul. Pour la première fois, je n'attendais pas d'approbation ou de permission. Je ne défendais pas mes choix. Je les vivais, simplement. La nuit s'est approfondie dehors et je les laissais faire. Demain viendrait avec ses propres défis, mais cette nuit m'appartenait, à moi et à moi seul.